L'histoire de Spartacus illustre à la fois la puissance et les failles de Rome. C'est l'histoire d'une rébellion qui a failli mettre à genoux un empire tout entier malgré la force colossale de l'armée romaine. Rome, pour écraser cette révolte, a dû déployer des ressources considérables. Crassus, l'un des hommes les plus riches et puissants de la République, fut chargé de cette mission. La révolte se termina dans le sang et laissera une empreinte indélébile dans l'histoire romaine. La vie de Spartacus et la guerre qu'il a menée nous sont connus grâce au récit de plusieurs auteurs de l'Antiquité. La source la plus proche des événements est Salluste, un homme politique et historien romain qui est le seul à avoir pu recueillir des témoignages directs de ceux qui ont vécu cette révolte. Malheureusement, de ces histoires, il ne reste que des fragments. Tite-Live relatera cette révolte dans son Histoire de Rome relatant cette période. Plus tard, au IIe siècle, Florus, en s'inspirant de Sallust et de Tite-Live, a rédigé un abrégé d'histoire romaine où il donne une version des faits très critique à l'égard de Spartacus. Plutarque, dans sa vie de Crassus, est une autre source importante contemporaine de Florus. Ensuite, Appien offre sa propre version des événements dans ses guerres civiles. Spartacus est également mentionné par d'autres auteurs comme Veius Paterculus, Frontin, Eutrope au IVe siècle et Eurose au Ve siècle dans son ouvrage contre les païens. Aux alentours du 1er siècle avant notre ère, l'Empire romain est à son apogée. C'est une puissance sans précédent et une machine de conquête implacable. Pourtant, sous l'apparence d'un ordre solide, un malaise profond grandit dans les entrailles de la société romaine. Les révoltes d'esclaves et de peuples soumis sont fréquentes et reflètent un empire qui, tout en s'étendant, amplifie les inégalités sociales. À cette époque, la République romaine, qui deviendra bientôt un empire sous le règne d'Auguste, est immensément riche. Ses légions ont conquis une grande partie de la Méditerranée, notamment la Grèce, la Gaule, l'Hispanie, la Macédoine, l'Afrique du Nord et l'Asie mineure. Toutefois, cette grandeur repose sur un équilibre précaire. D'un côté, une élite patricienne, les riches propriétaires terriens et sénateurs qui contrôlent les terres, l'économie et les institutions politiques. De l'autre, des centaines de milliers d'esclaves, de paysans et de soldats appauvris. Les esclaves constituent la base de la prospérité de l'économie romaine. Ils travaillent dans les mines, les champs, les foyers et même dans les arènes comme gladiateurs. L'esclavage à Rome est brutal et sans pitié. Les peuples conquis sont systématiquement réduits en servitude, perdant tout droit et toute dignité. Les conditions de vie des esclaves, surtout dans les grandes latifundia, les domaines agricoles, sont particulièrement rudes. Ils sont corvéables à merci et leur mettent un droit de vie et de mort sur eux. Ceux qui survivent aux épreuves sont constamment sous la menace de châtiments corporels et de la cruauté au quotidien. Dans ce contexte, les révoltes d'esclaves éclatent régulièrement. Rome avait connu plusieurs insurrections d'envergure, notamment en Sicile, où 2 grandes révoltes ont eu lieu dans la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère. Ces rébellions furent durement réprimées, mais elles ont marqué les esprits. Les conditions des esclaves dans la région agricole de l'Italie méridionale étaient tout aussi dures qu'en Sicile, et c'est dans cette atmosphère tendue qu'un gladiateur nommé Spartacus se dressa contre l'injustice. Avec un petit groupe de compagnons gladiateurs, il formant une évasion audacieuse depuis l'école de gladiateurs de Capoue, déclenchant ainsi une révolte qui allait bientôt se transformer en un soulèvement massif. Ce geste de rébellion allait défier les autorités romaines et aussi galvaniser des milliers d'esclaves en quête de liberté, faisant de Spartacus un leader charismatique et un symbole de la résistance contre l'oppression. Contrairement à de nombreux esclaves de l'époque, Spartacus naît libre. Il est né dans la région de la Thrace, un vaste territoire situé au nord de la Grèce, correspondant aujourd'hui à une partie de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie. La date exacte de sa naissance demeure incertaine, mais elle se situe probablement autour de la fin du IIe siècle avant notre ère, peut-être aux alentours de 111 à 109 avant Jésus-Christ. La Thrace à cette époque était une terre de montagnes et de plaines, peuplée de tribus guerrières réputées pour leur bravoure et leur habileté au combat. Les Thraces étaient souvent engagés comme mercenaires dans diverses armées de l'époque, notamment celles des royaumes hellénistiques et de Rome. Spartacus aurait donc grandi dans un environnement martial où la guerre et la défense de la tribu étaient des éléments centraux de la vie quotidienne. Les Thraces étaient connus pour leur maîtrise des armes, en particulier les épées et les lances, ainsi que pour leurs compétences en cavalerie. Il est probable que Spartacus, dès son plus jeune âge, ait été formé à ces techniques de combat. Il est dit que Spartacus était marié à une femme thrace qui partagea probablement son sort d'esclave. Cette femme, dont le nom reste inconnu, est décrite comme une prêtresse ou une prophétesse pratiquant des rites religieux typiques de la Thrace. Selon certains textes, elle aurait interprété un signe divin, un serpent aurait enroulé le corps de Spartacus pendant qu'il dormait, ce qui fut interprété comme un présage annonçant qu'il était destiné à accomplir de grandes choses.
Selon l'historien romain Plutarque, Spartacus aurait servi comme soldat dans l'armée romaine avant sa capture, ce qui suggère qu'il avait déjà une connaissance des tactiques militaires romaines, une compétence rare parmi les esclaves. On suppose que son enrôlement dans l'armée romaine pourrait avoir été forcé, Rome ayant souvent recours au peuple allié ou conquis pour remplir ses rangs. Cependant, vers l'an 75 avant Jésus-Christ, Spartacus se serait rebellé contre ses supérieurs, peut-être en raison d'une trahison de la part des Romains ou d'un désir de défendre son peuple contre les abus romains. Il aurait alors déserté l'armée, une décision qui le conduisit à être capturé, considéré comme un traître et vendu comme esclave. Une fois capturé et réduit en esclavage, Spartacus fut vendu à un hellaniste, un propriétaire d'une école de gladiateurs nommé Lentulus Batiatus. Son école se situait à Capoue, une ville du sud de l'Italie qui était célèbre grâce à cette école. Là, Spartacus fut formé avec d'autres esclaves et captifs pour devenir gladiateur. Il est important de noter que les gladiateurs étaient plus que de simples combattants. Ils étaient des instruments de spectacle formés à tuer ou à être tués dans les arènes devant une foule avide de violence et de sang. La mort était omniprésente dans ces combats et rares étaient ceux qui survivaient longtemps. Les combats de gladiateurs étaient brutaux, souvent mortels, et ils faisaient partie intégrante de la culture romaine et fascinaient l'ensemble de la société, de l'élite sénatoriale aux citoyens le plus modestes. Pour Spartacus, être formé comme gladiateur signifiait se retrouver plongé dans un univers encore plus violent que celui qu'il avait connu comme soldat thrace. Chaque jour, il devait s'entraîner pour devenir une machine de guerre, son existence tournée vers une seule finalité, offrir aux spectateurs romains un divertissement mortel. En tant qu'esclave, Spartacus n'avait aucun contrôle sur son destin. Il devait combattre pour le plaisir des autres, avec la menace constante de perdre la vie dans l'arène. Les écoles de gladiateurs, appelées Ludi Gladiatori, étaient de véritables camps d'entraînement pour ces combattants. Spartacus, déjà un guerrier aguerri, subit un entraînement intensif sous la supervision de maîtres d'armes appelés doctorés. Les gladiateurs apprenaient à manier différentes armes comme le gladius, l'épée courte, le trident, le filet ou encore le scutum, un grand bouclier. Ils étaient divisés en différentes catégories, chacune spécialisée dans un style de combat ou un type d'arme. Il y avait les murmillons, armés de glaives et de grands boucliers, les rétières, qui combattaient avec des filets et des tridents, ou encore les traex, ou les thraces, équipés d'une petite épée courte appelée la sica et d'un bouclier rond. En tant que thrace, Spartacus a probablement combattu en tant que traex. Cet environnement était marqué par une discipline extrêmement rigoureuse. Les gladiateurs vivaient dans des cellules individuelles, presque comme des prisonniers, et étaient constamment surveillés par des gardes. Leur quotidien consistait à s'entraîner au combat sous les coups de fouet des doctorés afin de perfectionner leur technique et de renforcer leur corps. Il y avait une hiérarchie stricte parmi les gladiateurs. Les plus expérimentés ou les plus victorieux jouissaient d'un certain prestige et de certains privilèges, mais tous étaient finalement à la merci de leur propriétaire. L'un des aspects les plus déshumanisants de cette vie était que les gladiateurs, bien qu'ils soient considérés comme des héros dans les arènes, étaient toujours perçus comme des esclaves. Ils étaient des biens, des marchandises que l'on pouvait acheter, vendre ou tuer si nécessaire. Malgré les dures conditions de vie, quelque chose se distinguait chez Spartacus. Dès le début, il semble avoir eu une aura particulière, une capacité naturelle à rassembler autour de lui. Des témoignages anciens décrivent Spartacus comme un homme intelligent, réfléchi et doté d'une grande force morale. Cela lui permet de survivre dans cet environnement cruel, mais aussi de nouer des alliances importantes avec d'autres gladiateurs, notamment le célèbre Crixus, un Gaulois puissant, et Enomaus, un autre gladiateur redoutable avec lequel il partagera ses premiers actes de rébellion. Lorsqu'il commença ses premiers combats dans l'arène, Spartacus, comme tous les gladiateurs, combattait avec sa vie en jeu. Les combats de gladiateurs étaient rarement arrangés pour être des affrontements équitables. Ils étaient conçus pour plaire à la foule, pour créer du suspense, de la peur et du sang. Pour leur premier combat, les gladiateurs étaient souvent appariés contre des adversaires plus grands, plus nombreux ou mieux armés, leur laissant peu de chances de survie. Dans ses premières batailles, Spartacus aurait utilisé les compétences martiales qu'il avait développées en Thrace. Sa formation militaire antérieure lui donnait un avantage certain sur les autres gladiateurs qui étaient pour beaucoup des esclaves sans formation. Habitué aux stratégies de combat, il aurait rapidement appris à utiliser l'arène à son avantage, maniant sa petite épée courbée avec une précision létale. Ses mouvements rapides, sa capacité à anticiper les attaques de ses adversaires et sa maîtrise de l'esquive en firent un gladiateur redouté dans les arènes de Capoue. Mais au fil des mois, Spartacus vit ses compagnons gladiateurs tomber un par un, victimes de combats déséquilibrés, de blessures mortelles ou de l'ennui des Romains qui cherchaient sans cesse plus de violence. Lui-même, bien que redouté et respecté dans l'arène, n'était jamais sûr de voir se lever le jour. Cette vie de violence et de servitude, où chaque jour pouvait être le dernier, pesait de plus en plus sur ses épaules.
Dans l'école de Batiatus, Spartacus n'était pas le seul à ressentir un désir brûlant de liberté. Parmi ses compagnons se trouvaient des hommes tout aussi vaillants et désespérés que lui, notamment Crixus et Enomaeus. Ensemble, ils commencèrent à fomenter un plan d'évasion. Ils savaient que ce ne serait pas simple, l'école de gladiateurs était fortement gardée et leurs armes étaient limitées. Celles qu'ils utilisaient à l'entraînement étaient sous surveillance, émoussées et de piètre qualité. Mais ils avaient un avantage précieux, la surprise. Un plan fut mûrement réfléchi. Les gladiateurs utilisèrent des couteaux de cuisine et des outils trouvés dans l'école pour préparer leur fuite. Ils attendaient le bon moment, un instant d'inattention des gardiens, pour déclencher l'attaque. Le bruit courait que certains d'entre eux allaient bientôt être envoyés vers des combats sans retour, une condamnation certaine à la mort dans des jeux sanglants organisés pour le plaisir de Rome. Cela accéléra leur détermination à s'échapper. Et c'est ainsi qu'en 73 avant notre ère, Spartacus déclencha une révolte qui allait non seulement bouleverser sa vie, mais aussi ébranler l'ordre établi par l'Empire romain. Avec une cinquantaine de gladiateurs à ses côtés, Spartacus donna le signal. L'évasion fut brutale et rapide. Armés de couteaux et d'armes de fortune, ils attaquèrent les gardiens avec une fureur que rien ne pouvait arrêter. Leurs compétences martiales, affinées par des mois voire des années de combat dans l'arène, leur donnèrent un avantage stratégique. Les gardiens, pris de court, furent submergés par l'assaut. Les gladiateurs, entraînés à se battre pour leur survie, se déchaînèrent avec une violence inouïe. Spartacus lui-même, avec sa force légendaire et son sens tactique, mena la charge. En peu de temps, ils mirent hors d'état de nuire leurs oppresseurs et s'échappèrent de l'école de gladiateurs. Une fois sortis de Capoue, Spartacus et ses compagnons savaient qu'ils devaient agir vite. Rome ne tarderait pas à réagir. Ils se dirigèrent vers le mont Vésuve, une montagne située au sud, en Campanie, près de Naples. Cet endroit offrait un refuge naturel, difficilement accessible, et leur permettrait de prendre de l'altitude pour mieux observer le mouvement des forces romaines. Tout en cheminant vers les pentes du Vésuve, Spartacus et ses hommes libéraient les esclaves qu'ils rencontraient sur leur route, augmentant ainsi leur nombre. Le Vésuve devint le quartier général d'où ils planifiaient des attaques et des raids contre les villes et les garnisons romaines. À l'abri des pentes escarpées du volcan, Spartacus et ses hommes commencèrent à se structurer. Chaque jour, de nouveaux esclaves rejoignaient leur cause, transformant ce qui était une poignée de gladiateurs en une armée croissante, alimentée par la colère et la soif de liberté. Sous la direction de Spartacus, le groupe de révoltés opérait avec une stratégie claire. Les insurgés menaient une guerre de guérilla, frappant vite et disparaissant tout aussi rapidement dans les montagnes. Grâce à sa connaissance du terrain et à son sens tactique, Spartacus orchestrait des embuscades meurtrières contre les soldats romains envoyés pour l'écraser. Les Romains, considérant initialement cette révolte comme une simple évasion d'esclaves, sous-estimèrent la menace que Spartacus et ses hommes représentaient. Ils envoyèrent une petite force dirigée par le préteur Claudius Glaber pour assiéger le groupe de réfugiés sur le Vésuve. Convaincus que les insurgés étaient piégés au sommet de la montagne et sans échappatoire, les Romains bloquèrent les chemins principaux, espérant affamer et contraindre les rebelles à se rendre. Mais Spartacus, fidèle à sa ruse et à son ingéniosité, ne comptait pas se laisser prendre au piège. Avec l'aide de ses compagnons, il utilisa des vignes et des branches pour fabriquer des échelles improvisées. Pendant la nuit, ses hommes descendirent les flancs escarpés du Vésuve, là où les Romains ne s'attendaient pas à une attaque. Prenant l'armée de Claudius Glaber par surprise, ils réussirent à les vaincre, capturant leurs armes et équipements. Cette victoire éclatante marqua un tournant décisif dans la révolte. Fort de cette victoire inattendue, Spartacus et ses hommes gagnèrent en audace. Désormais mieux armés et organisés, ils lancèrent des raids contre les petites garnisons romaines et les riches propriétés terriennes des aristocrates. Chaque victoire apportait son lot de provisions, d'armes et surtout de nouvelles recrues, principalement des esclaves agricoles qui en masse se joignaient à la cause. Ce n'était plus une simple bande de gladiateurs en fuite, mais une armée en pleine expansion. Crixus, l'allié gaulois, jouait un rôle crucial dans l'organisation des troupes, commandant un contingent important de la révolte. De leur côté, les Romains, en voyant grandir cette révolte qui se propageait dans toute l'Italie du Sud, réalisèrent l'ampleur de la menace. Rome, dans son arrogance initiale, avait trop tardé à réagir. Mais au bout d'un certain temps, Spartacus se trouva face à une division au sein de son propre camp. Une partie de son armée, enivrée par les victoires et les richesses accumulées lors de leurs raids, voyait dans la conquête de Rome une possibilité d'inverser les rôles. De dominer, il pourrait devenir dominateur. Cette faction, menée en partie par des hommes comme Crixus le Gaulois et d'autres leaders plus belliqueux, souhaitait continuer les pillages en Italie et frapper directement au cœur de l'Empire romain. Spartacus, quant à lui, restait lucide. Il savait que défier Rome sur son propre sol équivalait à défier un colosse presque invincible. Même si ces hommes étaient vaillants et que leur motivation était immense, ils n'étaient pas une armée professionnelle capable de soutenir une guerre ouverte contre les légions bien entraînées et expérimentées de Rome. La divergence de stratégie devient de plus en plus évidente à mesure que l'armée de Spartacus s'agrandissait.
Crixus voyait de plus en plus dans cette révolte une chance unique de se venger des oppresseurs romains et de transformer leur fuite en une guerre de conquête. Spartacus, lui, demeurait fidèle à son idéal de liberté pour tous. Son objectif n'avait jamais été la vengeance ou l'accumulation de richesses, mais de permettre à ses compagnons de retrouver leur terre d'origine, là où ils pourraient vivre libres. Finalement, les désaccords internes furent trop profonds, et l'armée se divisa en deux groupes. Crixus et plusieurs milliers d'hommes décidèrent de se séparer de Spartacus et de continuer leur campagne de pillage. Mais cette décision allait s'avérer fatale. Les Romains, désormais pleinement engagés dans l'écrasement de la révolte, envoyèrent des légions contre Crixus et ses hommes en 72 avant Jésus-Christ. Lors d'une bataille près du mont Garganus, Crixus fut défait par l'armée du consul Lucius Gellius Publicola, qui fut lui-même tué au combat avec des milliers de ses soldats. Spartacus, en apprenant la mort de Crixus, fut profondément affecté. Pour venger la mort de son ami, Spartacus organisa des jeux funèbres dans la vallée des Ambreuses, durant lequel des Romains faits prisonniers sont contraints de s'entretuer dans un combat de gladiateurs dans un grand cirque en bois construit à cet effet. Après cela, Spartacus mena alors ses troupes à travers l'Italie, remportant plusieurs victoires contre des contingents romains envoyés pour le stopper. À chaque confrontation, il déjouait les tactiques des commandants romains, utilisant le terrain et la mobilité de son armée pour compenser le manque d'équipement, d'hommes et d'entraînement formel. Son génie tactique et son charisme galvanisant ses troupes, Spartacus envisageait alors de traverser les Alpes pour permettre à chacun de retourner dans son pays d'origine. Cependant, malgré cette série de victoires, un défi de taille se profilait à l'horizon. Les Romains, pleinement conscients de la gravité de la révolte, allaient déployer des moyens sans précédent pour l'écraser, ce qui l'obligea à faire demi-tour et à reprendre le chemin du sud de l'Italie. Il s'installa dans le petit port de Thurii, où selon plusieurs mythes, il aurait créé une république idéale. De là, il commerce avec les peuples de la mer Méditerranée, faisant des réserves d'armes, de bronze et de vivres. Puis, il part ensuite pour le Rhégium, la région actuelle de Reggio de Calabre, dans le sud de l'Italie. C'est alors que le Sénat confia la répression de la révolte à l'un de ses généraux les plus redoutables, Marcus Licinius Crassus. Crassus, déjà célèbre pour son immense fortune et ses ambitions politiques, voyait dans la suppression de la révolte de Spartacus une occasion de renforcer sa position à Rome et d'éclipser tous ses rivaux. Conscient que ses prédécesseurs avaient échoué par excès de confiance, il déploya une stratégie méthodique et impitoyable pour briser l'insurrection. Crassus comprit rapidement que les précédentes tentatives pour écraser Spartacus avaient échoué à cause du manque de discipline des légions romaines. Pour remédier à cela, il réintroduisit une pratique redoutée, celle de la décimation. Chaque fois qu'une légion faiblissait ou reculait face à l'ennemi, il ordonnait l'exécution d'un soldat sur 10, choisi au hasard parmi les coupables. Cette brutalité eut l'effet escompté, la peur rétablit la cohésion au sein des troupes, et les soldats, désormais terrifiés par leur propre général, préféraient se jeter dans la bataille plutôt que de risquer le châtiment. Crassus savait que Spartacus, bien que brillant tacticien, ne pourrait pas soutenir un conflit prolongé face aux ressources quasi illimitées de Rome. Plutôt que de chercher un affrontement direct et risqué, Crassus adopta une stratégie d'usure. Il coupa les routes de ravitaillement et s'efforça d'isoler l'armée de Spartacus dans le sud de l'Italie. Il ordonna la construction d'une muraille fortifiée de 55 km de long, de fossés et de remparts à travers la région, bloquant Spartacus et ses hommes sur la péninsule. Ce projet colossal avait pour but de piéger les révoltés, les affamant peu à peu, les privant de nourriture et de renforts. Face à cette stratégie, Spartacus décida de se diriger vers la mer, espérant que ses hommes pourraient traverser vers la Sicile, là où d'autres révoltes d'esclaves avaient éclaté par le passé. Il aurait pu y trouver un refuge et renforcer ses rangs, mais pour cela Spartacus avait besoin de navires. Et il négocia avec des pirates siciliens pour assurer le transport de ses troupes vers la Sicile. Mais, dans un retournement de fortune, les pirates trahirent Spartacus. Ils prirent l'or qu'il leur avait offert, mais disparurent sans fournir les bateaux promis. Coincés sur le continent, Spartacus et ses hommes se retrouvèrent dans une situation critique, encerclés par l'armée de Crassus. Pourtant, ils refusèrent de se rendre. Toujours aussi déterminés, ils menèrent encore plusieurs attaques audacieuses contre les forces romaines, cherchant à briser le siège. L'affrontement décisif arriva finalement en 71 avant Jésus-Christ. Crassus, ayant resserré l'étau autour des insurgés, força Spartacus à engager une bataille ouverte. Ce fut la bataille de la rivière Silarus. Face à des forces romaines numériquement et logistiquement supérieures, Spartacus savait qu'il s'agirait de son dernier combat. Selon Plutarque, comme on lui amène son cheval, Spartacus égorge l'animal, disant « Vainqueur, j'aurai beaucoup de beaux chevaux ». La bataille fut acharnée, Spartacus se jeta personnellement dans la mêlée, cherchant Crassus lui-même au milieu du carnage. Mais, malgré sa vaillance et celle de ses hommes, l'armée de Spartacus est submergée par les soldats romains. Spartacus, bien que proche,
ne peut atteindre Crassus et tue 2 de ses gardes du corps. Tandis que ses compagnons prennent la fuite, Spartacus est encerclé par de nombreux adversaires et est diminué après avoir été atteint par une flèche à la cuisse et meurt les armes à la main. Lors de cette bataille, 60 000 esclaves périrent et d'autres furent capturés. Le corps de Spartacus ne fut jamais retrouvé et ce flou autour de sa mort ajouta à sa légende. Après la bataille, Crassus décide à ne laisser aucune ambiguïté sur la puissance de Rome. Il infligea une punition terrible aux survivants. 6000 esclaves capturés furent crucifiés le long de la Via Appia, la route reliant Rome à Capoue. Ces croix s'étendant sur plus de 200 km étaient un avertissement brutal à tous ceux qui, dans l'Empire, oseraient un jour défier l'autorité de Rome. Et c'est ainsi que s'acheva la révolte et l'histoire de Spartacus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'une des révoltes les plus célèbres de l'Antiquité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à activer la cloche des notifications. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de Spartacus. Était-il un héros de la liberté ou un simple rebelle? Et quel autre mystère du passé vous souhaitez explorer sur la chaîne? Merci encore d'avoir regardé Mystères du Monde et à bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes à travers l'histoire et les mystères de notre monde.